à tous, je suis Arthur Faure et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de La Causerie Tech, toujours en compagnie de Romain Pinchena. Salut Romain. Salut tout le monde, salut Arthur, bienvenue dans la causerie. Alors aujourd'hui on va parler de différents sujets intéressants et actuels. On va commencer donc par parler du Content Authenticity Initiative, c'est toi qui commenceras à nous en parler Romain. On parlera par la suite du GeForce Now qui n'est plus si actuel que ça, mais que j'ai testé cette semaine. Et enfin, on terminera avec la V2 de Tous Anti-Covid qui est sortie récemment, donc cette application de l'État pour la crise, pour gérer la crise sanitaire. Je te laisse commencer, Romain. Ouais, tout à fait, on tease un peu aussi, mais il y aura potentiellement un petit coup de gueule d'Arthur Ah. Faure sur un sujet à déterminer. Vous découvrirez ça si vous tenez jusqu'à la fin de ce podcast. Et en effet, aujourd'hui, moi je voulais te parler Arthur, et puis parler aux auditeurs de la causerie tech du Content Authenticity Initiative, qui est, alors c'est un peu difficile à définir, mais qui est une initiative portée notamment par Adobe, donc Adobe qui est le créateur notamment de Photoshop, hein, et avec beaucoup de partenaires, dont le New York Times, dont Twitter, dont Microsoft et énormément de gros partenaires, gros acteurs de l'internet mondial, hein. Et donc le but de cette initiative, c'est en fait de créer une sorte de nouveaux standards, de nouvel outil qui va permettre d'associer à une image des informations précises et inviolables, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles seront ajoutées à l'image, elles ne pourront jamais être supprimées par une personne, afin de pouvoir garder une trace de la photo et des usages, des modifications qui ont été faits sur cette photo. Alors, pourquoi ça? Tout simplement pour résoudre tous les problèmes aujourd'hui de deepfake, d'images trafiquées, d'images sorties de leur contexte pour faire passer de fausses informations. C'est vraiment un problème énorme qu'on retrouve sur tous les réseaux sociaux. Facebook, Twitter notamment, sont des acteurs qui souffrent de ça, qui ont vraiment du mal à régler ces problèmes-là parce que beaucoup de personnes malveillantes ou pas forcément, hein, vont avoir tendance à utiliser des images qui ne sont pas dans le bon contexte pour affirmer des propos d'un tout autre contexte finalement, et utiliser des images pour appuyer des propos, alors que ces images en soi, dans leur véritable contexte initial, n'appuient pas du tout ce propos. Donc je sais pas ce que t'en penses déjà toi Arthur de cette initiative avec ces gros acteurs. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut aider? Est-ce que tu vois d'autres solutions toi? Alors moi, je suis totalement favorable à ça, au fait de pouvoir tracer un petit peu mieux internet. Comme tu le disais, ça peut éviter beaucoup de gros problèmes liés à internet, notamment les fake news, et cette utilisation frauduleuse des images pour, appuyer des propos. En France, on a notamment ce problème assez régulièrement, notamment sur Twitter, avec, certains gros comptes, par exemple, Damien Rieu, pour ne citer que lui, qui va diffuser du coup une parole d'extrême droite en sortant des images de leur contexte et pour appuyer donc ses propos. Il y en a plein d'autres aussi. C'est un gros problème du coup l'utilisation frauduleuse des images parce que, on le sait, utiliser des images, ça va vraiment permettre de convaincre les gens. Ça peut en tout cas permettre de convaincre certaines personnes et du coup, ouais, il y a vraiment, un côté très malveillant à ça. Donc je trouve que c'est bien, que ce soit une bonne chose que ces gros acteurs d'internet prennent un peu les rênes en main et essayent de pallier à ce problème. Je pense que ces gros acteurs peuvent en tout cas le faire main dans la main comme ça, c'est plutôt cool. On voit qu'il y a aussi une forme d'entente entre eux. C'est assez rare de les voir tous fonctionner ensemble et du coup espérer avoir un meilleur internet. Pour moi, c'est un gros oui. Je trouve que c'est quelque chose de très positif. Ouais, tout à fait, je suis plutôt d'accord avec toi pour le coup. Donc ça, c'est un outil qui devrait être disponible dans un premier temps sur Photoshop dans les prochaines semaines, prochains mois, hein. Ça a été annoncé à Adobe Max, qui est l'événement un petit peu annuel d'Adobe. Ça permettra d'inscrire sur une photo le nom de la photo, une vignette de l'image originale, une description un petit peu des modifications apportées au contenu et les ressources utilisées pour créer l'image. Et donc ça, l'avantage d'avoir des gros partenaires, c'est que normalement, après l'implémentation de cette fonctionnalité dans Photoshop, Twitter sera compatible, notamment avec cette nouvelle fonctionnalité pour
mettre en avant finalement ces informations qui sont immuables, qui sont certifiées par Adobe et qui prouvent l'authenticité du contenu et son évolution. Potentiellement, si une image originale a été modifiée, bah, on saura qu'elle a été modifiée, on saura quel était son contexte de base, et ça permettra, dans un premier temps à Twitter, mais bien sûr à tous les autres réseaux sociaux, d'exploiter ces images pour donner de l'information de qualité et contextuelle à toutes les personnes qui consultent le contenu. Ouais, Un je trouve truc et je trouve ça plutôt cool le fait juste, je te coupe, ouais, sur Twitter, que tu parles de Twitter qui se met vraiment dans cette mouvance, c'est plutôt sympa, étant donné qu'ils sont déjà inscrits dans cette volonté de tracer le web et en tout cas de le rendre un peu plus, transparent, en certifiant certains tweets, enfin en mettant une étiquette sur certains tweets, par exemple pour des tweets politiques, des choses comme ça ou, essayer de montrer des fake news. Il y avait eu quelque chose comme ça avec un petit i qui disait de faire attention à l'utilisateur. Donc c'était plutôt cool. On voit qu'il y a vraiment cette volonté, en tout cas, de régler ces problèmes de fake news et surtout de rendre tout ça plus transparent. ouais, bah, en effet et c'est peut-être quelque chose même qu'on aurait pu aimer voir naître plus tôt parce que ça va aussi avoir un avantage sur les droits d'auteur. Une personne qui a créé son image pourra «ajouter» entre guillemets son nom à l'image de façon immuable pour garder, un petit peu une trace du fait que c'est telle personne qui a pris une photo. C'est un avantage en plus. À côté de ça, Adobe fait très bien les choses parce qu'ils ont, mis, à disposition un white paper technique pour les plus techniques d'entre nos auditeurs, vous pourrez y jeter un coup d'œil, qui explique comment va fonctionner cette solution. Ils ont également pas mal de partenaires médias, donc je disais le New York Times tout à l'heure, mais il y a aussi la BBC qui pourrait qui pourrait exploiter finalement ces données, pareil pour leurs images, pour certifier tout ça. Donc c'est plutôt gagnant-gagnant pour tout le monde et une belle alliance, comme tu disais tout à l'heure, entre plein de gros acteurs pour le bien commun, on pourrait dire, hein, parce que finalement, Ouais, carrément. vérifier l'information, aujourd'hui, c'est peut-être une des plus grosses problématiques pour la démocratie, pour la parole aussi, et la validation de ce qui est véridique et de ce qui ne l'est pas de manière factuelle, quoi. Ouais, c'est vrai d'ailleurs, j'écoutais un podcast récemment, donc c'était un podcast de Gaspard G et de Grégoire, Maillard, Absurde et acerbe, dans lequel ils parlaient du coup de on va dire, le fait de donner son identité sur internet et d'obliger l'utilisateur à donner son identité, d'être, de manière publique. Et ils expliquaient en réalité que, maintenant internet, c'était devenu en fait, l'espace public. C'est-à-dire, c'est plus comme ce qu'on pouvait voir avant, un espace virtuel, quelque chose d'un peu sur le côté, et cetera. Non, maintenant, la place publique, elle est aussi sur internet et du coup, il est nécessaire qu'il y ait cette forme d'un peu d'autorité aussi qui se mette en place avec ces façons de tracer. Donc, ouais, c'est une super bonne idée en tout cas, qui aurait Ouais, dû ouais. arriver plus tôt. Carrément, carrément et en même temps, par la même occasion, je pense que c'est un très beau coup de la part d'Adobe, hein. Par le passé, ils avaient réussi avec Flash, il y a très longtemps, à s'imposer de manière gigantesque. Le PDF qui a été créé par Adobe, Mmh. aussi, qui aujourd'hui s'est imposé de manière gigantesque. Là, avec ce nouveau, Content Authenticity Initiative, qui est certes en partenariat, mais porté notamment par les outils, d'Adobe, ils se mettent aussi là, je pense, un très bon point dans la poche. Donc c'est vachement intéressant, de plein de points de vue en fait, finalement. Et si ça vous intéresse un peu plus, vous pouvez aller voir le site content-authenticity.org qu'on mettra en description du podcast, si on n'oublie pas, pour avoir Ouais. voilà un peu plus d'infos, sur tout ce process-là et sur, la manière dont ça va être mis en place. Mais juste du positif. Je pense que pour commencer cet épisode, pour une fois, on est sur du positif, sur un truc, C'est vrai et en donc cette période compliquée, ça fait que du bien d'entendre des bonnes choses sur internet. ouais, ça fait plaisir de trouver des belles solutions comme ça, en espérant qu'elles arrivent vite. Parce que ça fait un petit moment qu'on en avait commencé à en entendre parler. Là, ça a été vraiment annoncé à ce nouveau Adobe Max 2020. Ça devrait arriver. Maintenant, on veut voir ça en action, quoi. Tout à fait. Pour moi, on a parlé du sujet et je trouve que c'est quelque chose de très sympa. Je te propose de passer au suivant. Ouais, carrément, on a même réussi à faire bref sur un sujet un petit peu compliqué. C'est vrai que Heu, c'est rare. L'épisode durera-t-il moins de temps que d'habitude? On ne sait pas. on ne sait pas, on va voir ça. On passe au sujet. Arthur, je te laisse présenter GeForce Now. Alors, GeForce Now, comme tu l'as bien prononcé, c'est une solution qui a été proposée il y a quelque temps maintenant,
par, NVIDIA. Alors il y a quelque temps, oui, mais qui est surtout fonctionnel ces derniers temps et qui marche de mieux en mieux et qui marchera de mieux en mieux, étant donné que c'est un service qui propose, du cloud gaming. On a déjà parlé dans un précédent épisode de la causerie, avec, l'arrivée d'Amazon, de Luna d'Amazon. Là, c'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est du cloud gaming, fondamentalement, qui est porté donc par NVIDIA sur des machines, heu, qu'NVIDIA propose et surtout met en avant, avec ses cartes graphiques et notamment, en ce moment, avec la RTX. C'est plutôt cool, donc c'est la possibilité de se connecter à une machine distante pour pouvoir jouer. Ça nécessite une très bonne connexion, mais c'est quelque chose qui fonctionne si vous avez la fibre ou autre. Alors quand on parle comme ça, il y a pas vraiment de côté, on va dire, assez original. Il y a déjà, plusieurs acteurs qui sont sur le marché, comme, j'ai oublié le nom, avec la boîte noire, Shadow. Shadow PC français Shadow d'ailleurs. PC qui est français, voilà, et qui du coup propose ça, l'accès à une machine distante. Là, on n'est pas totalement dans la même chose, étant donné que certes, oui, on accède à une machine distante, mais on n'a pas complètement accès à la machine. On a accès à ses performances pour pouvoir lancer du jeu vidéo uniquement. Donc, exit tout ce qui est logiciel professionnel ou autre. Là, c'est vraiment pour lancer son jeu, donc on peut télécharger un launcher qui est disponible sur PC, sur Mac, aussi sur iOS, il me semble. Android, c'est à vérifier, je ne sais pas. Donc, qui est plutôt facile à utiliser. On installe ce launcher, on crée un compte et c'est OK. Et ce qui est vraiment intéressant, dans ce système-là, c'est le modèle économique qui du coup est assez original puisqu'il propose une version gratuite. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ces serveurs-là de manière gratuite, qui du coup, est sous forme d'abonnement. C'est assez drôle parce qu'on s'abonne à ça alors que voilà, c'est quelque chose de totalement free. En fait, il y a une petite idée qui est derrière, c'est qu'il faut attendre qu'un serveur se libère pour pouvoir se connecter dessus. Donc, quand on va lancer la version gratuite pour jouer, en fait, on va devoir, patienter, un petit temps. Alors ça peut aller de 5 à 15 minutes, et en attendant, voilà, on est là juste sur notre launcher, en regardant nos jeux si on veut ou autre, et voilà, au bout de 5 à 15 minutes, on pourra se connecter et jouer à ses jeux préférés, ces jeux qui sont en free to play ou les jeux qu'on a achetés, notamment sur Steam, notamment sur Uplay, ou encore Epic Game Store maintenant. Par contre, OK, avec cette offre-là, voilà, on est limité à 1 heure. C'est un peu OK, donc la en Ouais, fait, ils ont une petite partie de serveurs, de puissance graphique disponible gratuitement pour les utilisateurs un petit peu qui veulent c'est ça, tester et on peut y accéder gratuitement pendant 1 heure plusieurs c'est ça. fois ou c'est, 1 heure Ouais, et après on doit vraiment payer, alors non, 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 plusieurs fois. Tu as juste, la durée de session est d'1 heure. Après cette session, il faudra que tu repatientes et cetera, que tu relances une session en gros. Donc c'est totalement faisable quoi, faut jouer. Par contre, ils proposent du coup 2 autres offres, alors qui sont des offres fondateurs, les 2 s'appellent comme ça. La première du coup et c'est un abonnement, juste mensuel, qui est à 5,49 €, donc ce qui est vraiment pas cher pour se ouais. connecter à ça. Donc on bénéficie d'un accès prioritaire, donc pas de temps d'attente ni rien pour se connecter au serveur. On a aussi une durée de session qui est étendue. Alors, elle n'est pas illimitée, elle est juste étendue. Donc, je connais pas après les détails dedans. GeForce communique pas vraiment dessus. Moi, honnêtement, j'y ai joué bien 2-3 heures sans coupure. Donc, bon, je pense que ça dure relativement longtemps. Et là, par contre, on a le RTX d'activer quand on prend cette offre fondateur. Sur la version normale, on n'a pas de RTX. Et du coup, le troisième, on va dire, la troisième offre, c'est aussi fondateur, mais qui est un abonnement, en gros, au semestre, donc qui est à 27,45 €. Donc c'est vraiment pas cher. En gros, ça nous fait économiser un mois à peu près. Donc vraiment sympa, c'est plutôt fonctionnel. Je dis plutôt parce que, pour certains jeux PC, ça ne fonctionne pas très bien. Moi, je l'avais pris pour utiliser, par exemple, Gmod, Garry's Mod, et c'est un jeu, par exemple, qui est sur le papier compatible, mais dans la réalité ne l'est pas. Parce qu'on ne peut pas installer de mod, étant donné qu'on ne bénéficie pas, d'un stockage. On n'a pas un disque dur qui t'est attribué quand tu prends l'offre fondateur, par exemple. Donc tu peux pas installer tes mods dedans. Garry's Mod sans mod, c'est un peu dommage. Donc voilà, c'est un peu pour l'instant la limite, c'est vraiment ça, le fait de ne pas avoir de stockage propre. Donc malheureusement, j'ai dû faire une croix sur Gmod. Mais sinon, ça fonctionne bien. Moi, j'ai pas eu de latence, ou du moins pas de grosse latence. Il est vrai que j'ai la fibre. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Je suis à environ 180 mégas, donc voilà, c'est correct.
et j'ai vraiment pas eu de soucis ni au lancement, ni pendant le jeu. Même sur des séances de jeu qui étaient un petit peu rapides, j'ai joué un petit peu à Fortnite où c'était relativement rapide, pas de soucis. Faut dire aussi que la manette est compatible, c'est-à-dire qu'on peut brancher, par exemple à son Mac en Bluetooth, on peut mettre sa manette d'Xbox ou de PS4 et il y aura aucun souci, on pourra jouer dessus. Certains problèmes avec des jeux toujours qui sont pas trop compatibles manette alors qu'ils se disent compatibles manette, style CSGO. Alors là, je m'imagine que les puristes vont vomir, mais j'ai essayé de jouer à CSGO à la manette et c'est injouable. Mais la machine virtuelle la reconnaît, donc c'est plutôt cool. Voilà, globalement, c'est ça, GeForce Now, sympa. Pas d'offre de jeu, par contre. C'est-à-dire que, comme par exemple le Game Pass, où on a des jeux offerts avec, là, on n'en a pas. Il faut avoir ses propres jeux. OK, ouais, mais par exemple, si moi j'utilise mon compte Steam, Mm. que j'utilise déjà ailleurs et que je lance ce GeForce Now, que je me connecte avec mon compte Steam, je vais pouvoir Mm. réaccéder à mes jeux directement, on est d'accord? C'est ça, avec tes sauvegardes de Steam, parce que c'est sauvegardé sur le truc de Steam. En gros, c'est comme s'il y avait un launcher Steam qui était installé sur cette machine virtuelle, tu vois. Donc tu vas lancer le jeu d'après ce launcher. OK, ouais, ils ont vraiment fait un peu en entre-deux entre Shadow PC, où tu as vraiment Ouais, accès à un PC Windows, sur n'importe quel écran, et les services genre, Luna d'Amazon, Stadia, de Google et autres, qui proposent vraiment du cloud gaming, mais on est dans leur interface, c'est très fermé, on doit acheter les c'est jeux ça. chez eux ou via leur abonnement. Là, on est sur une machine déportée où on peut accéder aux plateformes qu'on utilise en général, mais à travers la puissance de leur carte graphique sur leur serveur chez eux. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. complètement ça. On est vraiment dans un entre-deux, c'est un peu, le mélange, des 2 mondes. Mmh. Alors moi, j'ai juste un petit regret, si je peux faire dire ça, c'est que, moi, je l'ai utilisé sur Mac et étant donné qu'on se connecte à une machine virtuelle qui est sous Windows, il y a certains problèmes avec le clavier. Par exemple, la touche arrobase en haut à gauche du Mac, qu'on connaît tous, n'existe pas sous Windows. Elle se trouve pas du Mmh. tout là, tu vois. Il faut faire Alt greu et ensuite la touche arrobase, ce qui est impossible sur Mac. Donc quelques problèmes pour utiliser ça. Des touches non reconnues aussi, j'ai eu ce problème. Mais sinon, globalement, l'expérience était bonne. OK, ouais, bah, c'est peut-être aussi, pour le coup, les limites de cet entre-deux entre avoir vraiment un PC déporté et avoir une plateforme juste de jeu. Mmh. Ils ont trouvé cet entre-deux qui, pour moi, me semble pas mal finalement, parce que ça laisse de la liberté, aux gamers qui ont déjà pas mal de jeux à des endroits ou même aux gamers ultra casual, genre, moi, Ouais. où, clairement j'ai Moi quelques jeux aussi, hein, sur en Steam, réalité. Ouais, mais ouais. je joue jamais un petit peu sur ma Xbox, enfin, voilà. Et donc là, si je prenais ce GeForce Now, ou même si je le testais gratuitement pendant 1 heure, je pourrais réaccéder à mes jeux facilement, donc ça, c'est Mmh. plutôt cool. Et puis après, peut-être ces problèmes de correspondance de clavier et tout, j'imagine qu'ils vont les régler parce que globalement, en général, c'est pas grand-chose, hein. Les Ouais, les bien sûr. claviers, ils ont des clés, on va dire, primaires un petit peu reliées en fonction du langage choisi et du type Mmh. de clavier, le logiciel derrière peut le reconnaître comme il veut, donc je pense que c'est réglable. Mais c'est vrai que c'est aussi le souci comme ça des services qui fonctionnent avec énormément de machines différentes, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des petits bugs à des endroits avec des claviers spécifiques ou certaines, localités, des choses comme ça, quoi. Ouais, c'est vrai et c'est plutôt pas mal. Je voudrais juste terminer sur le fait que GeForce Now, a aussi comme Shadow, un boîtier, tu sais? Mmh. Le Shadow, tu peux brancher un boîtier qui se connecte du coup à ces serveurs-là et cetera et auquel tu peux brancher tes périphériques. Là, c'est un petit peu la même chose. Je sais pas si on peut brancher ces périphériques, j'ai pas bien vu. Il y a un port USB, il me semble, sur la Nvidia Shield, qui est du coup cette, petite box, on va dire, qui a été lancée par Nvidia et qui du coup est faite pour le GeForce Now. Donc c'est vraiment cool. Il y a une volonté de se placer aussi entre la console et le PC en mélangeant un peu tous ces trucs-là. Je trouve que c'est pas mal et comme tu disais, ouais, pour quelqu'un de casual, c'est vraiment bien, d'autant plus que c'est vraiment très peu cher. OK, ouais, très intéressant, et puis le fait qu'on puisse tester gratuitement comme ça, c'est pas mal. Tu disais que la qualité était un peu réduite, Ouais. en version gratuite. Est-ce que c'est quand même, OK, Non. ou ça donne quoi? Non, ça change pas grand-chose. En gros, la différence, c'est que tu auras pas de RTX dessus. Donc le ray tracing et c'est mort, tu peux oublier. Après, tu vois pas forcément la différence, quand tu joues de manière casual comme ça, tu en as rien à foutre.
pense, du Ouais. ray tracing. En globalité, tu sais même pas ce que c'est. Bon, il y a pas vraiment de problème. Tu vas jouer sur de très bonnes cartes graphiques dans tous les cas où il y aura aucun souci. Tu pourras être en full, avec de la HD et cetera et il y a vraiment pas de problème avec ça. Juste, tu auras pas du coup de RTX mais bon, voilà, c'est pas grand-chose. Ouais, pour une version gratuite de test, de toute façon, c'est vrai que c'est un peu du détail pour tous les joueurs casual. Moi, tu m'as Ouais. donné vachement envie, en tout cas, de tester, ce GeForce Now. Peut-être que tu auras aussi donné envie à nos auditeurs. Mmh. On mettra aussi le lien dans la description, je pense, hein. Pareil, on va essayer de Évidemment, ouais, pas ouais, y a pas de oublier souci. ça. Et puis vos retours, les auditeurs, ch ça nous intéresse. Si vous avez testé, suite à cette petite présentation d'Arthur, n'hésitez pas à venir nous dire. Pareil, nos Twitter, ils seront dans la description, pour qu'on puisse discuter un petit peu des sujets dont on a parlé dans les épisodes de la causerie, donc n'hésitez pas. Exactement et si vous voulez jouer aussi un petit peu, balancez vos pseudos, sur certains jeux et on pourra voir ce qu'on peut faire. Moi, j'aime beaucoup du coup en ce moment jouer à des petits jeux comme ça, qui sortent, d'autant plus que ce sont les petites brèves comme ça, c'est les soldes de Steam en ce moment, les soldes d'Halloween donc hésitez pas, achetez vos petits jeux, des petits jeux indés, français, il y en existe encore et voilà comme ça, testez tout ça sur GeForce Now aussi, c'est disponible. Si le jeu est compatible avec GeForce Now et ça pourrait être super sympa. OK. D'ailleurs, tiens, tant qu'on parle de ça, petite brève très légère, il y a Mmh, un jeu que j'avais vachement envie de tester sur Steam qui est tout neuf, un petit jeu mmh. indépendant, pas français. Je sais pas si tu en as entendu parler, c'est un jeu tout en voxel, donc avec, des petits pixels carrés, Ouais. pas vraiment Minecraft, mais voilà, ce petit principe de petits pixels carrés qui est dispo que sur Windows et du coup, là, j'imagine que si je prenais un GeForce Now, que j'ai acheté le jeu sur Steam, il vaut 20 balles, je crois. Du coup, je pourrais y jouer sur mon Mac. Faut voir s'il Heu est compatible avec GeForce Now, mais il y a beaucoup de jeux indés, hein, compatibles avec GeForce Now OK. quand même, donc Ah faut mais ils juste sont pas voir. t tous les jeux Steam Non, non, compatibles non, tous Windows les sont jeux pas Steam ne le forcément sont GeForce pas. Now? Ouais, ouais, OK. ouais. Bon, bah, Il y c'était en la a quand petite même beaucoup, hein, précision. une grosse partie des jeux, du catalogue quand même, des jeux les plus connus sont compatibles, hein. Tout ce qui OK, est bon, Far bah Cry, tous les jeux Ubisoft de toute façon quasiment sont compatibles, donc voilà. Il y a quand même une grosse partie des jeux, qui sont dispo et d'ailleurs des petits jeux indés, beaucoup de petits jeux indés. OK, bah, je regarderai ça et puis je te tiendrai au courant. Ça marche. On passe à notre dernier sujet? Ça roule, je te laisse introduire, c'est toi qui voulais vraiment nous en parler, ça te tenait à cœur, tu m'as dit. Donc, je te laisse en parler. Eh beh, allez, en effet, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient pas mal à cœur parce que je pense que c'est une des solutions, en tout cas un des assistants qui peut nous aider un petit peu à sortir de cette crise du Covid, c'est l'application, Tous Anti-Covid. Donc il y avait, déjà une application anti-Covid, je ne me rappelle plus de Mmh. son nom, sortie par Stop l'État Covid. français, Stop Covid, tout à fait. Ça avait pas bien marché par manque de communication notamment, ils en avaient très peu parlé et donc là, ils ont Mmh. sorti Tous Anti-Covid, qui est une V2, hein, c'est juste une mise à jour de cette application-là, mais qui a quand même bien changé, et qui a aussi permis de bien augmenter les chiffres d'utilisation. On est passé en à peu près une semaine de 2 millions d'utilisateurs à 7 millions là, on regardait avant le 7 podcast. 200 000, ouais. 7 millions carrément, donc c'est pas, grand-chose par rapport à nos voisins, hein. Je crois que l'Angleterre, ils étaient à 16 ou 17 millions sur leur application, donc c'est pas ouf quand même, pour la France, mais on va y arriver, petit à petit. Donc déjà pour faire un petit débrief, ça sert à quoi cette application ou ce type d'application? Parce que chaque pays a la sienne avec des systèmes plus ou moins différents. La France a fait le choix de développer son propre système au lieu d'utiliser celui proposé, encore une fois dans une belle collaboration entre Google et Apple, alors que la plupart des autres États ont fait ça, mais bon, c'est pas le souci. Donc ça Ouais. permet tout simplement de tracer un petit peu les gens que vous rencontrez au fur et à mesure, mais tout en préservant votre vie privée. Globalement, les données sont principalement stockées en fait sur votre téléphone et c'est uniquement si, vous déclarez que vous êtes atteint du Covid que vos données vont remonter sur les serveurs pour pouvoir alerter, finalement les personnes avec qui vous avez été en contact. Donc c'est quand même assez privacy friendly, dans la mesure du possible en tout cas. Et donc vraiment le but global de cette application, pour le résumer de manière très concise, c'est alerter automatiquement les gens avec qui vous avez beaucoup été en contact si jamais vous êtes atteint du Covid. Ça permet plusieurs choses. Déjà que ces personnes-là puissent se confiner directement, se faire tester et du coup réduire la dispersion de l'épidémie. Ça va aussi
permettre de réduire énormément les coûts, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte assez cher finalement en termes d'employés, en termes d'humains quoi, de retracer qui est-ce que vous avez rencontré, avec qui vous avez partagé du temps, de les appeler pour les alerter, leur dire de faire attention, de se faire tester. C'est tout un programme en fait, hein. Ça demande du monde, ça demande du temps et du coup automatiser ça via une application, ça fait gagner beaucoup de temps, ce qui est absolument nécessaire aujourd'hui où, le monde hospitalier est vraiment très surchargé à cause de cette crise et en plus de ça, dans cette nouvelle version, il y a toute une partie d'information qui a été ajoutée avec des statistiques, avec un suivi aussi, des petites news aussi, un peu des aides, comment bien gérer, comment faire bien attention, quelle est l'évolution de la situation, par rapport à certains types de personnes et cetera. Donc je la trouve vraiment bien cette V2. Qu'est-ce que tu en as pensé, Arthur? Alors moi, j'ai plutôt, trouvé ça cool. Après, il faut quand même dire que c'est un rebranding total, hein. Il y a eu vraiment ils ont revu toute la communication autour de ça, vraiment tout le branding, donc c'est plutôt sympa, quelque chose de beaucoup plus actuel au niveau design et cetera. Donc ça, déjà, c'est plutôt cool, ça donne envie d'y aller. Moi, l'application en elle-même, on en avait déjà parlé et je la trouve maintenant, en tout cas, très cool et très claire surtout. Très claire, qui va nous permettre d'avoir, toutes les informations nécessaires, qui sont plutôt intéressantes. Aussi très pratique, notamment pour se faire les attestations, car tu le disais, ça nous permet, de nous confiner et cetera. Bon, à l'heure à laquelle où on tourne ce podcast, on est normalement en confinement. On est Oui. censé être en confinement. Bref, et du coup, voilà, cette application est normalement utile en ce moment pour faire ces attestations et cetera. J'ai pu le tester, d'ailleurs je l'utilise, à chaque fois que je me déplace, parce que, notamment sur l'iPhone, on peut pré-remplir nos champs directement, adresse, nom, prénom et cetera et c'est super facile, super pratique. Donc pour moi, c'est top. C'est une application qui était nécessaire. On parlera pas de la bon, pas la guerre, mais le petit couac qu'il y a eu, avec la proposition du coup d'Apple et Google, qui du coup aurait pu être adoptée par l'État, peut-être pour faire réduire les coûts aussi, qui aurait peut-être évité ces coûts exorbitants, de stop Covid et du coup tous anti-Covid. Mais bon, c'est pas le sujet non plus. Voilà, pour moi, c'est une application qui était nécessaire, qui devait être revue parce que, voilà, c'était un flop. C'était un très gros flop d'ailleurs. Ouais. Donc là, je suis content de voir en tout cas qu'il y a de plus en plus, d'utilisateurs, que celle-ci est vraiment adoptée et qu'elle rentre un petit peu dans la société et moi je trouve que c'est cool. Ça peut être une des solutions comme tu le disais, pour régler, on va dire, un petit peu au moins, cette crise sanitaire donc ouais, gros oui. Ils ont eu raison en tout cas de la revoir. Mmh. Alors je précise, quand Arthur dit: «On est censé être confiné», c'est pas parce qu'on ne le respecte pas, bien au contraire. Je pense qu'on Ouais, est plutôt à faire, vachement attention et on vous encourage, à faire au mieux pour ne pas, étaler le coronavirus autour de vous. évidemment Plus par rapport au fait que le confinement actuel est quand même assez léger. et Donc c'est voilà, peu de je le voulais dire. juste cette Tu as petite raison, précision tu as parce qu'on raison. encourage absolument à faire attention, à se confiner au Évidemment. maximum et à faire tout ce qui est possible pour limiter les infections autour de vous. Donc, Évidemment, évidemment. Faut pas faut pas sortir comme ça. D'ailleurs, en tant qu'étudiants, que nous sommes, je pense qu'on est ceux qui le respectent le plus, visiblement. Donc voilà. Moi, c'est un gros oui, hein, pour revenir sur l'application, je la ouais. kiffe. Elle est cool. Bah, gros oui, carrément. Ce que je trouve vachement bien, c'est toute la transparence, notamment, par rapport à la confidentialité. Ça, c'est un petit peu une des Mmh. questions, qui a beaucoup été mis en avant par les médias, un petit peu par tout le monde, sans vraiment savoir de quoi ils parlaient. Il y a des panneaux très clairs, très complets, compréhensibles même par les gens qui ont aucun bagage technique ou qui sont, pas du tout proches des technologies. C'est vachement clair, c'est répondu question par question, de manière compacte aussi. C'est pas des gros pavés, donc vous pouvez tout à fait vous informer. Et puis c'est voilà, c'est c'est joli, plutôt pas Ah moche, oui, tu très vois? joli, C'est très, du très joli. simple et efficace, mais c'est joli. On peut que vous encourager à aller découvrir l'application si c'est pas encore fait. Et Et puis à on peut l'installer, à s'abonner l'utiliser aussi. parce que c'est Mmh, plus il y aura d'utilisateurs, plus celle-ci sera, utile et efficace. voilà, Donc carrément. il faut vraiment l'installer quoi. C'est l'application à mettre sur son téléphone, en tout cas durant cette crise. On dirait que je présente un nouveau produit ou une nouvelle collection, je fais pas de publicité mais vous avez compris. Carrément. D'ailleurs, on peut faire un petit point là-dessus. Comment ça marche et comment ça peut aider, à résoudre, en tout cas à limiter cette crise? Tu veux que je m'en charge?
Vas-y, si tu veux. Tu as l'air d'être bien calé sur le sujet. Bah, calé, c'est peut-être un grand mot, mais je me suis pas mal informé justement parce que c'était tu vois, une grande question pour moi de Ouais, ouais, comment ouais. ça peut marcher, comment ça peut être utile. Le but, il est simplement, en fait, de pouvoir anticiper au maximum à chaque fois qu'une personne est potentiel cas contact, qu'elle limite à mort les contacts et qu'elle fasse tout, le port du masque au maximum, s'éloigner de sa famille s'il y avait avec sa famille pour couper, en fait, les lignes de contamination qui vont augmenter de manière exponentielle si tout le monde se contamine deux personnes, Mmh. même si aujourd'hui le chiffre est plus bas que ça, c'est 1,3, ben, ça va augmenter forcément de façon exponentielle. Et du coup, plus on peut couper ces lignes de contagion tôt, Mmh. plus l'épidémie va se diffuser lentement. Et c'est là où rentre en compte l'application, c'est que plus il y a de monde qui utilise cette application, plus on va pouvoir alerter facilement et rapidement en amont au maximum les gens qui sont des potentiels cas contacts et du coup couper ces lignes de contamination. C'est pour ça que c'est absolument important que beaucoup de monde installe l'application pour la rendre de très très fonctionnelle. Si on alerte que une personne sur 10 qui est dans nos réels cas contacts, ben forcément l'impact va être plus faible. Alors que si quasiment tous les gens qu'on a eu, qu'on a rencontrés pendant la période où on pouvait potentiellement les infecter, utilisent l'application et sont donc alertés directement, on va pouvoir très rapidement couper tous ces contacts, couper toutes ces potentielles lignes de transmission. Est-ce que j'ai été assez clair sur cette C'est explication? très, très clair. C'est très, très clair. Faudrait juste, dire comment fonctionne l'application. Elle repose du coup sur le Bluetooth, donc ça nécessite de laisser activer son Bluetooth pour ceux qui veulent utiliser l'application, sinon ça ne marchera pas. En gros, l'application va communiquer avec les autres téléphones qui possèdent l'application autour de soi et va, du coup vous déclarer en contact avec, une de ces personnes. Si la personne en face était déclarée, contagieuse, vous aurez une alerte comme quoi vous êtes contact avec celle-ci. Si vous avez passé 15 minutes, il me semble que c'est, donc c'est quand même assez beaucoup, Mmh. 15 minutes à côté de la personne, à moins de 2 mètres, il me semble, pour la distance. Enfin voilà, Ouais, donc à peu près. Je pense c'est à peu qu'après près. les algos sont un petit peu plus avancés que ça, Ouais, et ouais, ouais, prennent en mais compte globalement, d'autres ça fonctionne facteurs, comme mais ça. globalement, Mmh, c'est ça le principe, ouais, tout à fait. mmh. Donc voilà, donc si vous installez l'application, laissez votre Bluetooth activé. Certes, ça fait diminuer un petit peu votre pourcentage de batterie, mais c'est nécessaire. Ouais, franchement d'ailleurs par rapport à ça, c'est une critique que j'entendais pas mal. Je sais Mmh. pas si tu as été faire le tour. Moi, j'ai été voir dans, le diagnostic de la batterie qu'on peut avoir sur l'iPhone et ça Ouais. consomme, que dalle sur une journée, hein. Ouais, ouais, Je c'est sûr. suis, genre 1% quoi de ma consommation de batterie. C'est vraiment pas, c'est 2%. Voilà, là je l'ai Mmh. sous les yeux, c'est 2% de ma consommation de batterie sur une journée. C'est pas catastrophique. Non, c'est sûr, c'est sûr. Juste moi, j'aimerais bien qu'ils envoient une notification quand notre, parce que en fait, on reçoit pas de notification quand notre Bluetooth est coupé. Pas pour nous juste nous dire, en fait, d'activer notre Bluetooth, c'est un peu dommage. Mmh. Plusieurs fois, ça m'est arrivé de lancer l'application et de dire: «Ah bah, en fait, j'étais déconnecté», parce qu'en fait, mon Bluetooth était éteint. Ça m'arrive des fois de couper mon Bluetooth, par exemple, quand, je suis connecté à une enceinte Bluetooth et que je veux la désappairer de mon téléphone, j'enlève le Bluetooth, ça va plus vite et du coup, ça vous déconnecte de l'application, Stop Covid. Donc ce serait cool qu'ils envoient une notification pour dire: «Attention, vous n'êtes plus connecté», quoi. Ouais, bah, tu fais bien de préciser ça parce que je pense qu'il y a pas mal de monde qui a justement ce petit Mmh. réflexe de supprimer le Bluetooth, donc nickel. On a donné beaucoup de notes positives quand même, je trouve dans ce podcast. C'est Ce vrai que serait peut-être c'était bien de un peu terminer avec un bon coup de gueule. tu raison, un petit coup de gueule du coup, pour PlayStation. Alors PlayStation, on va dire le lancement surtout des nouvelles consoles, ça se positionne surtout sur PlayStation parce que, c'est les 1ers concernés, on va dire, par ce problème-là. Les consoles du coup, les précommandes ont été ouvertes. Beaucoup de personnes ont précommandé, cette console. Il y a d'ailleurs eu plusieurs vagues et malheureusement, en début de semaine dernière, quelques problèmes ont opéré. C'est-à-dire que les stocks disponibles derrière ces précommandes, n'étaient pas au rendez-vous. Donc les distributeurs, certains distributeurs se sont retrouvés un petit peu embêtés et ont dû ont contacté les personnes qui avaient précommandé ces consoles pour leur dire, ben, vous les aurez peut-être pas avant 2021. C'est un petit peu dommage et c'est un problème récurrent, notamment. Alors je me souviens plus, il y avait un pays qui était vraiment fortement concerné par ce problème-là et du coup un des revendeurs local
a dû les contacter et a dit: «OK, là, le problème, c'est que nous, on peut pas assurer, plus de 10 des précommandes». Donc c'est un très gros problème. En France, il y a eu ce souci-là avec Micromania qui a dû du coup contacter les utilisateurs, les clients Les qui clients, ont ouais. préco du coup, ouais, qui ont précommandé, cette console pour leur dire: «Bah, attendez, vous ne les recevrez pas le jour J, vous les recevrez même peut-être plus tard». LDLC par exemple, donne du coup un planning, on va dire très, très large, de la, mi-novembre, à la, mi-janvier. Donc c'est quand même, enfin c'est pas normal. Moi, c'est quelque chose qui m'a un peu déçu, parce que bon, on le savait qu'il y aurait des problèmes, pour fournir, on va dire, ces stocks. Avec la crise sanitaire, la production a été réellement ralentie. C'est vrai chez eux, mais c'est vrai d'ailleurs dans plein de domaines. On avait eu ce problème aussi, par exemple, pour les iPhones où les délais ont été un petit peu rallongés. Là, du coup, le fait d'avoir ouvert autant de précommandes, moi, me pose un petit peu problème parce qu'ils étaient au courant de ce qui allait se passer. Forcément, ils savaient qu'ils ne pourraient pas répondre à toute cette demande. Et ils ont continué d'ouvrir les précommandes, de lancer plusieurs vagues, hein, même pour celle-ci. Donc, Mmh. c'est un petit peu dommage, je trouve que c'est décevant pour, quelqu'un qui va la précommander, qui a en plus une console, c'est vraiment un achat plaisir, donc on veut se faire plaisir en préco ça et au final, on se retrouve un petit peu embêté parce qu'on ne l'aura pas le jour même, on n'aura pas le mois même, on l'aura peut-être même pas, pour la fin d'année. Donc voilà, un petit peu dommage. En plus, le hasard fait qu'il y a comme on parlait de la crise sanitaire, il y a un peu un regain de cette crise. Tout le monde, se retrouve un petit peu confiné, en Europe. Et ben la console tombait bien et au final non, parce qu'elle n'arrivera pas chez une grande partie des clients. Et ouais, tout à fait. Ben c'est là aussi, il y avait cette grande course avec Microsoft, hein. Mmh. Ils veulent toujours, ça se sentait un petit peu le duel des dates de, Ouais, sortir sa console en premier au meilleur prix et cetera. C'est un objet très, Noël friendly, si je puis dire. ouais, Donc, carrément, ouais. il fallait absolument, pour chacune des 2 entreprises qu'ils le sortent là, maintenant, avant la période de Noël et finalement, PlayStation ne vont pas être capables de livrer beaucoup de produits avant Noël, ce qui est quand même très dommage et Mmh. peut-être, alors là c'est une pure supposition, mais que le design très spécial de la PlayStation, qui peut plaire à d'autres, qui plaît moins à moi, heu, mais est peut-être aussi en cause dans ces retards-là parce que bien sûr la crise sanitaire retarde, mais vu que c'est des pièces très spécifiques, je pense avec des formes spéciales, il y a également le petit Ouais. motif de la PlayStation qui apparemment recouvre, pas mal Ouais, ça, il du est comme bloc de la gravé dans le PlayStation. plastique, ouais. Mmh. C'est ça, donc forcément, ça fait beaucoup de pièces très spécifiques, je pense, et du coup, plus de complexité à produire l'objet et du coup, la crise sanitaire qui vient par-dessus, c'est sûr que c'est la galère, quoi. Je pense que tous ces facteurs, Ouais, ouais, mais tu raison et aussi, alors, ce qui est assez marrant, en fait, dans cette histoire, c'est que, PlayStation avait bien réussi le début de sa communication, qui était parfaitement maîtrisée, jusqu'à la fin, à la sortie de l'interface, comme on a pu en parler, dans le précédent épisode. L'annonce du prix des jeux aussi, qui a quand même jeté un gros froid et maintenant ça, la fin de communication, pour ce lancement, est un peu tombé à l'eau, vraiment, c'est un peu un loupé, j'ai l'impression. Alors que c'est assez marrant, Microsoft avait fait un lancement de communication, qui était très faible, où, un peu voilà, on avait foireux, hein. l'impression ouais, ouais, c'est ça, on peut le dire, un petit peu foireux, mais se sont vraiment bien rattrapés sur la fin avec le Game Pass, avec là, notamment, ils ont plutôt bien géré la chose en fermant les précommandes relativement, tôt. Donc, ils n'ont pas ce problème de survente. Donc c'est plutôt cool. Moi, je trouve qu'il y a un peu une inversion, là-dedans et c'est assez intéressant de regarder tout ça. Ouais, tout à fait. Bah, Microsoft, ils ont vraiment géré à la fin avec une Xbox Series S qui est vraiment très Ouais. jolie. Toute cette formule avec le Game Pass où en fait ils te poussent vachement à acheter ces consoles sous forme d'abonnement avec le Game Pass où il y aura énormément de jeux, dont certains assez balèzes, hein, Assassin's Ouais, Creed Vanilla, si je le prononce bien. Valhalla. Valhalla, Valhalla. ouais. Ouais. Voilà, qui seront dispo le jour de la sortie de la console, ce qui est Mmh. vraiment bien, quoi. Une bonne communication même auprès des influenceurs, hein, il y en a pas mal qui ont reçu la nouvelle Xbox Series X en avance.
Marques heu, Brownlee pour ne citer que lui. Marcus Brownlee, mais même des Français. J'ai Même des vu, Français. Wartek, Anil aujourd'hui qui l'a reçu, Léo Duff. Léo Duff qui l'a reçu carrément, il a Mmh. fait des photos magnifiques avec la petite série S aussi je crois, hein. Ouais. Ouais, ouais, La les 2, série les 2. S elle est vraiment jolie d'ailleurs, hein. Ah Ça c'est c'est niveau design, c'est ma préférée. Et en même temps je pense que c'est pas mal, tu vois? Il y a un vrai écart entre cette PS5 qui est très, gamer, adolescent quand même, où tu as un vaisseau spatial et les Xbox Series S et Series X qui sont plus pour le coup jeunes adultes, peut-être un peu plus qui correspondent un peu plus à nos Ouais, profils, plus mais plus mature. joueurs Ouais, ouais, c'est casual, ça. plus matures, Ouais. plus pro aussi quoi. C'est vraiment un truc Mmh. qui va bien dans un bel environnement avec un bel écran, enfin voilà un truc, et donc ça se sépare. Chacun a un petit peu son petit train de vie, son petit public finalement. Mais je pense que Microsoft, leur stratégie est bonne parce qu'en volume, ils seront certainement, bien moins importants que PlayStation en volume total. Mais par contre avec leur système d'abonnement et tout, ils se placent bien, quoi. Ouais, il se place super bien. Après, moi, juste pour terminer sur ce sujet-là, avec cette guerre des consoles qui est super intéressante et qui fera très probablement un super épisode de South Park, dans la prochaine saison, comme ils ont pu le faire avec la 1re guerre des consoles. Là, moi, j'ai l'impression que cette guerre favorise un acteur, c'est le PC, honnêtement. Parce que là, on voit du coup l'arrivée du Game Pass sur PC, la console aussi, la Xbox qui ressemble à un PC, donc voilà, il y a cette idée-là. Et aussi l'annonce du côté de PlayStation, de certains éditeurs, de proposer les exclus qu'il y avait sur PlayStation à l'époque, de proposer des versions PC. Donc en réalité, le gagnant, j'ai l'impression, dans cette guerre-là, c'est le PC. Ouais, je suis pas convaincu là pour le coup, pour moi le PC c'est quand même un truc qui reste très fermé, gros gamer. La plupart des gens ils ont pas le budget nécessaire pour acheter un PC où il y a des bonnes performances de jeu, ni l'envie spécialement de faire ça. Hem, je pense que c'est un peu Ça un dépend. pour moi c'est un faux combat. Après peut-être que je me trompe Ouais. totalement, hein, mais pour moi c'est un faux combat, c'est-à-dire un joueur PC, c'est un joueur PC, il reviendra jamais sur console. Et un joueur console, peut-être que sa finalité après, quelque temps où il va Mmh. vraiment se lancer là-dedans, ce serait de passer sur un PC, mais la plupart des gens un peu casual, ça me Ouais, paraît les petits joueurs n'iront pas vers PC pour le coût, c'est vrai. Et du coup, ils iront sur Xbox à la rigueur pour jouer avec leurs potes ou les autres qui sont sur PC. Moi, ouais, honnêtement, carrément. les 2 gagnants dans l'histoire, c'est Xbox et PC, hein. Le grand gagnant pour moi reste le PC. Alors après, c'est parce qu'aussi, je commence à avoir un certain âge, voilà, peut-être Un je certain peux me tourner un peu plus vers ça, tu vois? Et d'autres besoins du PC, pas que le jeu vidéo, mais je pense que ces 2 là vont enfin, vraiment ressortent gagnants de cette guerre. et beh, on verra ça très vite et on pourra potentiellement en reparler dans la causerie. Hem, je pense qu'on a un épisode un petit peu plus court que d'habitude, c'est assez Ouais, phénoménal. c'est vrai, pas de beaucoup, mais un petit peu. J'espère que les auditeurs de la causerie, seront fiers de ça. Si vous voulez des épisodes plus longs, n'hésitez pas à nous le dire. De toute façon, on prend tous vos retours. On a envie vraiment d'avoir, de discuter un peu avec vous, de savoir comment on peut améliorer le podcast pour que ça vous plaise encore plus. Mmh. N'hésitez pas à le partager aussi autour de vous, pour faire grandir un peu la communauté. Je te laisse le mot de fin, Arthur? Et bah, alors moi je reprends ce que tu as dit, vraiment venez essayez de venir nous parler si vous voulez, ça fait du bien. On aime parler, on ne mord pas. Ça me fait Donc un peu pitié là, comme ça. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non mais honnêtement, ouais, moi je recommande juste le fait d'échanger un petit peu sur ce dernier pour pouvoir l'améliorer, et faire en sorte qu'il vous plaise à vous, c'est le principal. Bon, on a encore parlé de sujets qui nous intéressaient, on espère que ça vous a intéressé. Et on reviendra du coup, on l'espère, de manière régulière, donc dans 2 semaines, pour vous proposer un nouvel épisode. Il y a d'ailleurs la conférence Apple qui arrive, qui a été annoncée hier soir, qui pourra peut-être faire l'objet d'un des sujets de cette conférence, on l'espère. Ouais, Sur spoiler, ce, cette spoiler, conférence spoiler. One More Thing annoncée d'Apple risque d'être décevante. Moi, je sens pas très bien le One More Thing. Ah, d'accord, ok, ok. Moi je le sens bien, j'espère. Moi je crois à la surprise, je suis positif dans cet épisode. Ouais, non, faut bien qu'on clash un petit peu Apple. On est trop Il est gentil en vrai. général. Quoique non, pour la dernière conférence, on n'est pas très gentil en fait Non, cette on n'a année pas été avec très Apple. très gentil non plus. C'est vrai, c'est vrai. Enfin bon, c'est à découvrir dans le prochain Dans le épisode de la prochain Causerie Tech. épisode. Sur ce,
bonne journée à tous, bonne continuation, à la prochaine. Salut.